pour ce nouveau numéro, nous recevons l'acteur, un analyste politique, le philosophe politique, écrivain, essayiste et analyste politique, le père Arnaud-Éric Aguenounou. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur Yacoubou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Takou. Comme d'habitude, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec mon confrère Obaka Takou. Takou, bonjour. Bonjour, cher confrère. Bonjour et merci à notre père pour avoir accepté de nous entretenir sur sa position des questions d'actualité. Père Aguenounou, j'espère que j'ai réussi à vous présenter un peu. Voilà, merci beaucoup pour la présentation. Okay, voilà, comme je le disais au début de l'émission, plus nous nous approchons de 2026, plus ça bouge au niveau des états-majors. Aujourd'hui, avec l'opposition représentée par le Parti Les Démocrates, qui pensent qu'ils ne sont pas représentés au niveau des structures qui gèrent les élections, ils se disent que l'élection ou bien les élections ne seront pas transparentes. Avez-vous cette lecture de cette situation? Avez-vous la même lecture? D'entrée, permettez-moi de vous remercier, de remercier Aboubaka Takou, le doyen l'aîné, journaliste chevronné, journaliste connu dans notre sphère sociopolitique et qui est aussi un grand diplomate des rouages politiques. Là, dans la journée, j'ai la tête grosse comme ça dans l'inspiration. Et puis je salue monsieur Akilou Yacoubou, merci. dont je fais la connaissance. C'est la cheville ouvrière du Benoît Libéré, mais il est très discret, très caché. Donc, les forces tranquilles sont souvent cachées. Alors, votre question est tout à fait pertinente. Dans les réalités sociopolitiques, il y a ce que ressent le joueur et il y a ce que voit le spectateur. Moi, je ne suis pas joueur, c'est eux qui sont joueurs, c'est eux qui ressentent l'effet de la chaleur sur le terrain, et c'est eux qui ratent des buts ou bien marquent des buts, et c'est eux qui trouvent que bon, l'arbitre, voilà, il est corrompu ou il est ceci, cela. Et nous, en tant que spectateurs, on veut le beau jeu. Et on veut la victoire selon le camp où on est. Mais moi, en tant que spectateur, je n'ai pas en fait de camp. Je souhaite quand même que le meilleur gagne pour le bien de tous et pour le bien du pays. Et il faut dire que depuis 2016, où la vie politique a connu un autre visage, parce qu'il y a d'autres stratégies politiques, d'autres stratagèmes qui ont eu lieu, et puis l'opposition aussi a connu de l'éclatement, un éclatement majeur. Et c'est maintenant que on sent quand même un certain regroupement au niveau des démocrates. Et puis bon, on rend grâce à Dieu, ils sont au Parlement. Mais être au Parlement ne suffit pas. Dans la chaîne du processus électoral, il y a aussi d'autres organes. Mais s'ils ne sont pas dans ces organes-là, c'est peut-être parce qu'en temps, ils n'étaient pas au Parlement. Entre 2023, bientôt 2024 et 2026, qu'est-ce qui est faisable pour qu'ils soient dans ces organes-là? Est-ce qu'au plan juridique, quelque chose est faisable? Qu'est-ce que la loi prévoit? Si la loi ne prévoit rien, alors il restera le terrain diplomatique et le terrain politique. Comment eux-mêmes vont négocier pour se trouver à tel ou tel endroit pour que bon, leurs doléances ou tout ce qu'ils disent soit reçu, accueilli. Mais il n'y a pas que la présence dans les organes politiques qui compte, mais il y a aussi la présence sur le terrain. Est-ce que lorsqu'il y aura élection effectivement, est-ce qu'ils auront effectivement des représentants dans tous les bureaux de vote?
est-ce qu'il y aura des représentants dans tous les bureaux de vote? Et est-ce que ces représentants-là auront de quoi manger, de quoi boire pour rester là toute la journée et suivre le dépouillement jusqu'à la fin? Est-ce qu'eux aussi ils auront en place un mécanisme de suivi pour convoyer les chiffres à leur siège, pour compiler les chiffres? Parce que cette dimension aussi, elle est importante. Suivre l'élection de bout en bout, compiler les chiffres et comparer après avec les chiffres officiels en vue de telle ou telle réclamation. Voilà mes premiers propos. Mon père, pour vous, l'observateur averti de la chose politique, est-ce que quelque chose est possible aujourd'hui pour que l'opposition soit rassurée? Parce que l'ancien chef de l'État, président du Parti des démocrates, a récemment saisi des instances internationales pour les inviter à voir un peu ce qui se passe à Cotonou. Est-ce que vous voyez une once d'espoir dans ce processus-là? Bon, le président Yaya Boni et le président Patrice Talon, à mon avis, sont des frères. Deux vieux amis. Deux vieux amis. Et c'est en fait deux faces de la même pièce. Pour moi, c'est deux faces de la même pièce. Parce que Yaya Boni a fait 10 ans, et je crois que le président Talon a fait au moins 7 années avec lui. Donc, je pense que si les deux s'asseyent et discutent, quelque chose est faisable. Quelque chose est faisable. Est-ce que c'est possible qu'ils s'asseyent et qu'ils se comprennent? Mais c'est possible. Ils sont tous béninois. Ils sont tous béninois. Et le pays est au-dessus de leur personne, de leur personnalité. Est-ce que le Bénin voit Oui. cela? Est-ce que le Bénin arrive à mettre le pays au-dessus? Ça, c'est une question purement anthropologique, Oui. où dans notre culture, dans nos traditions, on n'a pas pu, dans notre culture, dans notre tradition, mettre le pays au-dessus. La notion de l'État ne semble pas être nôtre. Non, 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 non. On pense à soi-même. Notre culture, notre tradition, tout ce qui est endogène même ne nous aide pas à mettre l'État au-dessus de nous. On se célèbre soi-même, on se célèbre soi-même. Et même dans nos traditions, on a du mal à pardonner. Hein, et ou Canada, voilà. Donc, il y a ces éléments-là anthropologiques et qui sont des ingrédients qui existent dans la vie politique. Oui, au cas où la mouvance au pouvoir n'est pas disposée à revoir les cartes afin d'intégrer des membres de l'opposition dans les institutions fêtières en matière d'élection, pensez-vous que ça peut conduire au clash si l'État, enfin, si le pouvoir en place refuse d'ouvrir? Bon, à l'heure actuelle, on n'est plus en 2019, on n'est plus en 2021. Et si tout va bien, et si tout est normal, dans un monde normal, le président Talon est en train de finir. Et notre souhait à tous, c'est qu'il finisse bien. Qu'il finisse bien, qu'il soit dans la quiétude en finissant. Et qu'il n'y ait pas la chasse aux sorcières, tout ça. Maintenant, pour qu'il finisse bien, il faut que lui-même veuille mettre en place un système inclusif et pacifique pour que, effectivement, toutes les tendances de l'opposition, tous ceux qui voudraient aller aux élections, puissent aller aux élections. Mais attention, un chef d'État peut avoir une bonne volonté, hein, l'amour du pays, mais son entourage. Et dans l'entourage d'un chef de l'État, ça c'est en politique, hein, il y a les purs et durs, qui sont durs. Les faucons Et les caciques. Il y a des gens qui sont très très durs, très durs. Et il y a les modérés. Et après, les ni figues ni raisins, qui obéissent au chef. Le chef a dit j'obéis, le chef a dit j'obéis. Mais parfois, ceux qui sont purs et durs, ils s'imposent. Ils s'imposent. Ceux qui sont modérés parlent. Et après, le chef va demander à ceux qui sont ni figues ni raisins, on va dire oui, nous sommes d'accord avec vous. Maintenant, après,
les plus réduits, les extrémistes reviennent encore et finalement, voilà, et c'est tout un jeu, tout un jeu. Et l'essentiel, c'est que selon la stratégie qui va être en place et selon les candidats de la mouvance qui seront là, parce que il ne faut pas que ça soit le cas de Yahi Zissou, hein, que ce soit ce cas-là. Et il faudrait que, je crois que lui-même, le président Talon a compris, parce que quand on voit la situation, il ne doit personne, il ne choisit personne. C'est comme s'il dit, bon, allez-y, combattez-vous et que le meilleur passe. Oui, dans ce schéma de allez-y, combattez-vous, que le meilleur passe, devant une opposition qui sera conduite d'une manière ou par l'ancien président Bouri Yahi, le très populaire Bouri Yahi, est-ce que le président Talon a des chances de se faire succéder à lui-même de quelqu'un de son bord? À l'heure actuelle, ce serait une conjecture de dire que tel ou tel va passer. Parce que entre maintenant et 2026, il peut y avoir des choses encore très belles, il peut encore avoir des choses dramatiques. S'il y a des choses très belles qui se passent, c'est à l'avantage du régime Patrice Talon. Si par exemple, il fait une ouverture et il dit, bon, un représentant des démocrates à la Sénat, ceci, cela, c'est à son avantage. Tu ne seras jamais défavorable. Et parce que sur le terrain politique, quand on rentre dans le peuple, notre peuple est un peuple foncièrement pacifique. Notre peuple n'est pas violent. Si notre peuple était violent, on aurait eu déjà du grabuge, on aurait eu vraiment beaucoup de tragédies. C'est peut-être certains qui sont des meneurs, mais sinon le peuple lui-même, c'est un peuple pacifique. Et comme le peuple est pacifique, le peuple serait sensible à toutes les actions de décrispation venant de la mouvance présidentielle. Oui, Père, j'ai encore une petite question. Pour vous, le citoyen béninois, qui est astreint parfois à réfléchir à haute voix, mais qui quand même réfléchit dans son fond intérieur, 2026 côté mouvance. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des candidats qui s'annoncent. Je veux parler de Olivier Bokor, je veux parler de Romer Ouadaï, je veux parler de Joseph Diobrenou. Dans vos prières, c'est pas trop vous demander. Pour qui priez-vous? Non, je ne prie pas pour une personne. Mais vous avez une préférence? Mais je prie pour que tout se passe dans la paix et pour que le Bénin étonne encore. Pour que le Bénin étonne. Parce que avoir des transitions au pouvoir, l'alternance de façon pacifique, c'est pas donné. Ce n'est pas donné. Vous voyez, le cas du Sénégal, il a suffi que, bon, le président Macky Sall dise, bon, je suis pas candidat, et voilà, on le paie en grand démocrate, et il a eu un poste, voilà, international venant du président Macron. Voilà. Donc, il suffit d'une action positive. Moi, j'invite les acteurs politiques qui sont là, même ceux de la mouvance, à ne pas refaire les mêmes erreurs que le président Patrice Talon. Ce n'est pas parce qu'on a fait avec un mentor qu'on va reprendre les mêmes erreurs. On peut tirer leçon de ces erreurs et bien avancer. Et bien avancer. Et ma prière, c'est ça, qu'ils tirent leçon et qu'ils avancent bien. Il y a de belles choses qui ont été faites. Et il y a aussi des choses qui sont moins belles. Donc on peut avancer, aller loin. Le père a, dans son speech, évoqué le mot alternance. Il ne va pas parler de continuité. Dans le même temps, il prie pour que ceux qui vont succéder à Patrice Talon ne fassent pas les mêmes erreurs. Est-ce que, apparemment, le prêtre, il semble avoir une position pour lui? C'est comme si Patrice Talon, son régime, c'est une tonne d'erreurs.
et il faut l'alternance. Est-ce que je ne suis pas en train de voir la même chose que vous? Non, 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 non. L'alternance, c'est que un autre président arrive. C'est pas nécessairement l'opposition qui prend. Non, non, c'est pas. Non, non, non. L'alternance, c'est qu'il y ait un autre président. C'est ça l'alternance. Un autre président. Mon père, est-ce que vous croyez que le fait que le président Talon ait dit qu'il quittera en 2026, il n'a pas le choix, que le peuple le croit? Parce qu'il y a eu à le dire, mais il a fallu qu'on attende réellement. Parce que le peuple béninois est un peuple qui ne croit pas sur les propos. Nous sommes des Saint Thomas. Surtout que le président avait eu à dire qu'il fera un mandat. Oui. Voilà. Oui, c'est-à-dire que s'il y a un trait caractériel du président Talon, c'est qu'il est imprévisible. Il ne veut pas qu'on sache ce qu'il va faire. Il agit à la dernière minute. Et c'est normal que le peuple soit inquiet, ou bien le peuple se demande est-ce qu'il va réellement partir, est-ce qu'il va réellement partir. Je crois que en dehors de l'homme politique, de l'animal politique qu'il est, c'est un père de famille. Il a un cœur, il appartient à une famille, il a un sang, tout ça. Et on va prier pour que le Seigneur touche son cœur. Mais ce que je dois dire est que, quels que soient les membres du système Talon qui vont être candidats, ils ne seront jamais Patrice Talon. C'est impossible. C'est notre souhait. Il n'y a pas de copie conforme de personnalité dans le monde. Mais mon père, mon confrère souvent dit qu'il y a des frères siamois, Patrice Talon et puis Olivier Bokor. Si Olivier Bokor vient, est-ce que ces frères siamois ne vont pas agir de la même manière? Non, ce ne sont pas des frères siamois. Ils sont frères siamois en affaires ou sur des dossiers ou bien sur des convictions données, mais ce sont deux personnalités différentes. Ils auront leur tempérament, leur vision. L'un et l'autre a ses amis, et l'un ou l'autre ne connaît pas tous les amis de l'un et l'autre, ou bien tous les ennemis de l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que Olivier Bokor connaît bien le système politique. Hein. Il connaît le système politique, il connaît le BR, il connaît l'UPR, donc il les connaît bien, il les maîtrise, il connaît les députés. Mon père, une bonne nouvelle nous est tombée depuis le week-end dernier. Le gouvernement a décidé de ramener le prix de soja à l'exportation qui était de 140 francs le kilogramme à 130 francs, pardon, comme c'est le cas, et a développé totalement le système. Le BRWHN s'en est réjoui, les associations professionnelles de producteurs telles que l'association Soutéo Béret, tout le monde est content. Est-ce que cela veut dire que bientôt nous allons assister à la libération des prisonniers politiques? Parce que personne ne s'attendait à voir Talon sur cette ligne. Il a surpris tout le monde en déverrouillant le soja qui était la source de tension. Est-ce que d'ici à là, vous qui êtes dans la prière tous les jours, on peut espérer que les prisonniers politiques qui souhaitent recouvrer leur liberté en jouissent dans un délai immédiat? Oui, tout à l'heure, je priais pour que le Seigneur touche le cœur du président Patrice Talon. Et entre autres, j'ai aussi dit que ce sont les belles actions du régime Talon qui va davantage pacifier et décrisper l'atmosphère. Je crois que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Je crois que si ils se sont retrouvés là où ils sont, c'est à cause des actions politiques, à cause du militantisme, tout ça là. Et si celui en face de qui ils étaient, si celui-là n'est plus là, bon, je ne vois pas pourquoi on va les garder au-delà de ce temps-là. C'est à lui, c'est lui qui a les clés. Quand on dit garde des Sceaux, ce n'est pas le ministre, c'est le chef de l'État. C'est lui qui est d'abord garde des Sceaux. Oui, mais mon père, toujours sur cette décision du soja, hein, on voyait des véhicules qui déposaient des blocs de pierre pour barrer la voie, et puis subitement cette décision tombe. Et comment vous voyez réellement cela? Il faut être patient dans la vie. Est-ce que il faut être patient.
tout est question de patience. Et je crois que ce que notre peuple n'a pas appris à faire le plaidoyer. Pour faire le plaidoyer, on n'a pas suffisamment appris ça. Le plaidoyer, c'est tout un processus de réclamation, de contestation ou de critique est assez élaboré, est assez sophistiqué, assez policé. Et le plaidoyer permet d'ouvrir et de déverrouiller les portes. Mais être dans la rue, ça ne marche pas souvent. Il faut que les grands acteurs politiques, il faut que les leaders fassent des plaidoyers sans arrêt, sans se fatiguer. Et tout ça dans une atmosphère de patience. Avec patience, avec détermination, on peut aller au bout. Mais s'opposer à un État, ça ne marche pas tous les jours. Mon père, le président Sébastien Gavon, était l'un des bienfaiteurs de l'Église catholique romaine au Bénin. Puis le président Boliaï, dans chacune de ses phases, avait toujours le mot Dieu, le Père, dans sa bouche. Ce qui n'est pas le cas du président Talon. Selon vous, est-ce que les deux autres sont plus chrétiens que le président Talon? Je vais vous dire que le président Talon aussi est très chrétien. Et très généreux. Très généreux. Il parle de Dieu comme ça. Et un cœur dur pour frapper. Non, il est généreux. Il est généreux. Il faut le connaître de l'intérieur pour savoir qu'il est généreux. Et il est très discret sur ce qu'il fait. Mais il est généreux. Et Marc, qui nous envoie quelque chose pour nous aider ici. Oui, mon père, toujours dans cette dynamique des prisonniers politiques et exilés, l'opposition, les démocrates, a eu à déposer une proposition de loi depuis un certain moment qui n'avait pas été programmée. Mais subitement, la semaine dernière, je dirais le président de l'Assemblée nationale a eu à programmer ça au cours de la session budgétaire actuellement en cours. Comment voyez-vous cela? Est-ce que ça pourra aboutir? Bon, le timing, moi, m'étonne un peu. Qu'on mette ça au moment où il y a la session budgétaire, je ne sais pas s'ils auront le temps vraiment de débattre. Je ne sais pas s'ils auront le temps de débattre. Je ne sais pas si eux-mêmes ils ont accepté. Sinon, ça risque de se noyer dans d'autres choses. Il faut peut-être placer ça après, à mon avis. Mais c'est déjà une ouverture. Il y a une ouverture et que ce qu'ils disent ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Parce que en matière politique, où il y a une mouvance et une opposition, c'est toujours la mouvance en place qui donne un certain terrain d'expression, de liberté et de positionnement à une opposition. L'opposition a beau tempêter tout ça, si la mouvance forme un mur, ils ne passeront pas. C'est comme ça. Dans tous les pays au monde, en France, aux États-Unis, c'est comme ça. Vous voyez, quand Macron décide de rencontrer toute la classe politique, il le fait. Hein. Et quand il décide de se taire, il se tait. Et voilà, donc c'est comme ça. Oui. Monsieur Akilou, vous allez me permettre de poser, de dégamer un peu. Nous recevons un philosophe qui fait beaucoup dans les questions politiques, mais nous recevons avant et après tout un prêtre, un membre influent de l'Église catholique. La semaine dernière, nous avions reçu dans ce studio à Boulaye-Biotchani le docteur Pierre Janton, neurologue, spécialiste en épilepsie. Et dans ce qu'il nous disait, à savoir les différentes formes de stigmatisation dont sont victimes les patients de cette maladie, il nous a fait entendre que l'Église catholique serait dans ce coup de stigmatisation en refusant aux patients de cette maladie d'accéder au grade de prêtre dans une église. Le monde a évolué, la science aussi, la médecine aussi, et aujourd'hui, un vivant avec cette maladie peut faire 5 ans s'il prend ces produits et ne pas faire de crise.
Est-ce que, avec l'évolution des choses, nous pouvons rêver un jour d'une bulle pontificale dans laquelle il sera annoncé désormais qu'un épileptique peut être candidat au poste de prêtre? Bon, il faut corriger un peu ce que vous dites là. D'accord. Je ne suis pas un homme influent. Je ne suis pas un homme influent. Et il est plus autorisé que moi pour répondre à la question. Cependant, Par expérience, ayant fait 5 ans dans les séminaires comme professeur résident et formateur et membre des conseils, j'ai jamais rencontré un tel cas. Mais s'il y avait des cas comme ça, ce serait traité selon le cas. Les vocations, on ne les réoriente pas parce que on a le pouvoir de réorienter. On examine très bien et on fait une prospective dans le futur pour voir mais sa question de santé, comment ça peut être réglé demain, comment ça va être. Parce que quand on est au séminaire, le regard qu'on porte sur la vocation d'un jeune, c'est le regard futur. Demain, qu'est-ce qui sera? On ne l'apprécie pas pour aujourd'hui, mais on l'apprécie en vue de demain. Donc ce que le professeur a dit n'est pas tout à fait exact parce que... Non, il a dit qu'il y a un concile du Vatican qui a bien spécifié qu'un porteur de cette maladie n'a pas vocation à venir être prêtre parce qu'il assimile ça à, passe par le mot, oui, habiter par une possession. Oui, mais en fait, les choses ont évolué dans l'Église. L'Église aussi a des reliefs selon le temps et selon la culture. L'Église au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité n'est pas l'Église aujourd'hui. Vous avez vu dans l'histoire qu'il y a eu des croisades, protestants, catholiques, tout ça. Ça a été porté par des acteurs politiques qui étaient croyants d'un camp ou de l'autre, qui se sont... Voilà, mais l'Église... Au vu de tout ça, au vu de son passé, où l'Église a reconnu ses erreurs, les choses évoluent, les choses bougent. Vous voyez, on a un pape très sobre, pape François, très sobre, très très réformateur. Voilà, et réformateur. Donc les choses changent. Je ne pense pas que le regard sur ces personnes est le même regard qu'il y a quelques siècles. Autrement dit, une bulle pontificale peut tomber à tout moment pour autoriser les épileptiques de pouvoir porter la robe comme vous. La soutane. Il faut pas. Je crois pas qu'on attend une bulle du moins, mais c'est au cas par cas, selon la personne, le candidat, que les choses peuvent se décider. Voilà. Et l'évêque diocésain ou bien le supérieur d'une congrégation discerne et voit. Mon père, comme nous sommes toujours en matière de problèmes sociaux, nous allons rester avec la crise du Niger qui impacte réellement la vie des populations, compte tenu du coup d'État qu'il y a eu là-bas. Quel plaidoyer au niveau de l'Église vous êtes en train de faire pour que réellement ça se déclisse? Parce qu'on a vu le Premier ministre nigérien qui a eu à rencontrer certains chefs d'État sans le président Talon. Même s'il a fait, bon, on n'a pas vu les télévisions ou les reporters d'images n'ont pas montré Patrice Talon avec le Premier ministre du Niger. Et ça dit que nous ne sommes pas dans la disposition d'ouvrir les frontières? Il ne faut pas se fier à la communication par les images. C'est souvent une communication sélective. Et la conférence épiscopale du Bénin, comme les conférences épiscopales d'Afrique, francophones comme anglophones, ont sorti des mots clairs et une parole claire qui dit pas d'intervention militaire. Et le Niger est un pays frère, un pays ami. Moi personnellement, comme analyste politique, mon regard est que quand des choses comme ça arrivent,
on peut susciter une médiation, une diplomatie pour libérer le président sortant. Pour que ce président soit libéré, qu'il ne soit pas inquiété, ni lui, ni son épouse, ni ses amis. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Mais dire on va le remettre en place, ça, je ne suis pas un homme politique pour voir si c'est possible ou pas. Mais encore, comme analyse, je pense qu'on peut le sauver, dire non, il n'y a pas en prison, il ne sera pas exécuté, il ne sera pas ça, voilà. Et le Niger est un pays frère, il faut penser au peuple du Niger. Il suffit qu'on ferme les frontières pour qu'on se rende compte de tous les titans qui ne peuvent pas rentrer. Quand la frontière est ouverte, on ne sent même pas, il n'y a pas d'embouteillage. Mais dès que la frontière est fermée, on voit. Dès que la frontière est fermée, on dit il manque de médicaments, il manque de nourriture. Mais est-ce qu'on pense au peuple? Est-ce qu'on pense au peuple? J'ai l'impression qu'en Afrique, on pense au peuple uniquement quand il y a élection, quand il y a l'électorat en jeu. Mais dans le peuple, il y a le haut peuple, le bas peuple et le milieu. Oui. Le haut peuple ne se plaint pas beaucoup, mais il faut penser au peuple du milieu et au bas peuple. Oui, les coups d'État sont des drames qu'on ne souhaite pas. Mais il y a toujours un facteur qui déclenche chez les militaires l'envie de prendre le pouvoir. Que fait l'Église catholique pour parer à ces coups d'État? C'est-à-dire quelle éducation l'Église catholique donne pour que les démocrates qui sont à la tête des pays, les démocratiquement élus, soient réellement dans leur couloir pour ne pas verser le peuple qui fait souvent recours d'une manière ou d'une autre aux militaires pour renverser. Parce que tout cela est arrivé parce qu'il y a un coup d'État. Vous verrez que dans tous les pays, l'Église catholique accompagne les cas des personnalités politiques. Catholiques, et d'une part, et d'autre part, l'Église fait de plaidoyer au niveau des gouvernants. Et même dans les homélies, dans les lettres pastorales, ou bien les comptes rendus de conférences épiscopales, l'Église réserve toujours un paragraphe pour les questions sociopolitiques. L'Église n'est pas un parti politique. L'Église n'est pas un syndicat. L'Église n'est pas une opposition. L'Église émet une parole d'espérance. L'Église émet une parole d'orientation, en relevant ce qui est bien et en relevant aussi ce qui n'est pas bien. Mais l'Église n'a pas de pouvoir sur les consciences. Mais l'Église ne manquera pas de prêcher comme Jean-Baptiste, de prêcher la paix, de prêcher la justice. Et ça, c'est important, de prêcher la paix et la justice. Mais ceux qui ont des esprits plus futés reprochent à l'Église, mais elle n'est pas démocratique, mais elle annonce la démocratie aux autres. L'Église est une institution où il y a des frères aînés, des grands-parents, des cadets, des benjamins. Donc c'est une société hiérarchisée. Et dans cette hiérarchie, il y a aussi une certaine démocratie qui se vit. Il faut travailler à ce que la démocratie entre dans notre culture par certains ingrédients. C'est-à-dire, le premier ingrédient, même si le pouvoir n'est pas un banc et c'est un fauteuil, celui qui est au pouvoir discute. Oui. Celui qui est au pouvoir discute avec les autres. Celui qui est au pouvoir écoute les autres. Et par son pouvoir, il est au service de tous. Il n'est pas seul à manger. Il n'est pas le seul à se laver. Pas le seul à se vêtir. Il n'est pas le seul à se déplacer. Mais s'il concentre tout le pouvoir en ses mains et dans son camp, alors il y aura des tentatives de coup d'État. Mais il n'y a pas que des coups d'État militaires.
Il y a le coup d'état civil aussi. Les coups d'état civil, les tentatives de changement de constitution, les tentatives où on se maintient au pouvoir par le droit, par la loi. Comme en Côte d'Ivoire avec Ouattara. Voilà. Mais le militaire, c'est notre frère. Il a les armes, oui, mais c'est notre frère. Mais qui lui donne l'arme? C'est l'homme politique qui lui donne l'arme. Et un coup d'État, c'est toujours un suicide. C'est suicidaire le coup d'État. Si tu rates, tu ne vas pas prendre la presse, tu ne vas pas... C'est fini, si tu rates, mais tu es mort. Donc c'est toujours un risque. Pourquoi un militaire va prendre ce risque-là? Il a pris le risque parce que peut-être il est soutenu, parce qu'il est sûr, parce qu'il est ça. Il y a plusieurs facteurs. Mais on ne peut pas être homme d'État ou bien femme d'État, avoir le pouvoir et avoir gâteau, avoir des généraux là et les voir affamés. C'est pas normal. Ils veulent manger, ils veulent être à l'aise. Mais en même temps, ils sont sensibles. Ils ne veulent pas voir que le peuple est martyrisé. Qu'ils ne veulent pas voir que l'opposant là est martyrisé. Parce que l'opposant un jour occupera le fauteuil. Et c'est comme ça. Donc, ils sont dans un rôle d'intermédiaire entre les hommes de pouvoir. Oui, si c'est beau, quel est le mot du père à l'endroit de Joël Ivor et Eric Amandougou qui sont gardés depuis? Et autres, puisque c'est la figure connue. J'ai pris. Voilà. Les mots sont les mots d'espérance. On espère qu'ils sortiront et qu'ils retrouveront leur liberté, retrouveront leur famille. Que fait l'Église catholique pour ça? Ça, je n'en sais rien. Ok, merci mon père. Et souvent au niveau de cette émission, on a une rubrique où on permet à l'invité de poser une question au groupe de presse. Et c'est un journaliste aussi. Voilà, donc vous avez la latitude de nous poser une question et on répond. Pourquoi vous m'avez invité aujourd'hui? Il n'y a pas meilleure voix que celle d'un homme de Dieu, jeune, au fait des réalités, pour disserter autour des thèmes de l'actualité. Et comme l'actualité est en ce moment très critique, il nous fallait faire le bon choix, faire la prière que le Père accepte de venir nous entretenir. C'est pourquoi le choix a été porté sur vous de venir nous entretenir. Voilà, mon père, vous avez un mot ou bien? Oui, j'ai été surpris par l'invitation, mais j'ai répondu positivement. Merci. Ce sont mes frères qui m'ont invité et c'est la première fois qu'ils m'invitent. Et puis, c'est vrai, j'avais d'appréhension. Et j'ai dit, mais les questions vont fuser de toutes parts. Ils vont vouloir me brutaliser par les questions. Mais je vois que vous êtes plein de bon sens. Takou, complètement pour le monde. Vous êtes plein d'humanité et puis je suis heureux de ce temps d'échange et j'espère que ça va se renouveler. Naturellement. Voilà. Merci mon père. Bon, je pense que vous avez l'habitude de dire que les voix du Seigneur sont insondables. Voilà, les voix du Seigneur sont insondables. Que un Takou m'invite, voilà, les voix du Seigneur sont insondables. Takou devient président, pour faire prier. Merci mon père. Merci, chers confrères. Chers amis internautes, nous sommes au thème de cette émission. J'espère que vous avez appris beaucoup par rapport à la situation sociopolitique du Bénin. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.